Chaque guerre a ses batailles. Celles glorieuses, que la nation aime célébrer, et les autres, que l'on préfère oublier. La bataille racontée dans ce film est de celle que l'on voudrait effacer. Une tragédie française, couverte par le secret défense. Elle s'est déroulée le 18 août 2008, dans une vallée, quelque part en Afghanistan. Elle a pris le nom de l'embuscade d'Ouzbine. Les soldats français étaient pour la plupart de jeunes parachutistes qui effectuaient leur première mission. Ils sont tombés dans un piège tendu par des combattants talibans. 10 furent tués en quelques heures. Ces images, tournées quelques jours avant la bataille, racontent leur histoire. Celle de l'innocence brisée de jeunes de 20 ans qui rêvaient d'aventure et d'héroïsme. C'est ça qu'on veut voir, papa, c'est ça qu'on veut voir. Ouais. Ok. En direct d'Afghanistan. 25 ans que l'armée française n'avait pas subi de pertes aussi lourdes, 10 morts et 21 blessés en Afghanistan au cours de combats contre des miliciens talibans. C'est un bilan très lourd. Les Français engagés dans le cadre des forces de l'OTAN ont péri dans une embuscade tendue par les talibans à l'est de Kaboul et qui a duré toute la nuit dernière. Ces militaires français participent à la force d'assistance internationale. Ils ont été la cible d'une attaque des talibans. L'embuscade d'Ouzbine est devenue le symbole de la guerre menée par la France en Afghanistan. 12 années d'un conflit lointain, meurtrier et incompris, sans vainqueur ni vaincu. Adjudant Sébastien Devez, sergent Damien Buil, sergent Nicolas Grégoire, sergent Rodolphe Penon, caporal Mélan Baouma, caporal Kevin Chassin, caporal Damien Gaillet, caporal Julien Lepin, caporal Anthony Rivière, caporal Alexis Stahani, j'ai voulu que vos noms soient prononcés dans cette cour, où tant de noms prestigieux furent prononcés avant le vôtre. Les survivants d'Ouzbine forment une fraternité à part. Pour la première fois, certains d'entre eux, ceux qui ont quitté l'armée, acceptent de témoigner. Les autres n'ont pas obtenu l'autorisation de l'état-major. Leurs mots, leurs archives personnelles et les dessins créés à partir de leurs souvenirs nous précipitent au cœur de l'embuscade. Jamais j'aurais cru me retrouver dans une journée comme le 18 août, le jour où je me suis engagé, ça c'est sûr. Quand on voyait qu'on était seul, tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter, l'issue elle est où quoi. C'est la vraie première expérience du feu. La première et la dernière. Des cauchemars, ça arrive encore. Le fait d'y penser, c'est souvent, très souvent, même encore aujourd'hui. De toute façon, c'est partie de notre vie. La plupart des soldats tués et blessés à Ouzbine appartenaient au 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine, un régiment d'élite. Un an après s'être engagés, les recrues reçoivent l'ordre de partir pour l'Afghanistan. Ils intègrent leur nouvelle famille, la section de combat Carmin II, emmenée par l'adjudant Gaëtan Évrard. Pour eux, il est plus qu'un chef, presque un deuxième père. Oui, c'est une section de jeunes parachutistes. Oui, elle était bien formée. Oui, ils avaient une patate d'enfer et ils auraient suivi l'adjudant Évrard au bout de la terre. Voilà. Vous savez, l'histoire de ce pays s'est écrite, malheureusement, avec le sang de beaucoup de gamins de 18,
19, 20 ans, et bien au-delà, à des périodes très noires dans notre affaire. Il y en a certains qui aimaient pas trop, je me souviens aussi, bon, ils avaient peur, ce qui est normal aussi, ce qui est compréhensible, quoi. Eux, ils voyaient plus le côté que c'était quand même assez dangereux. Et puis d'autres, comme moi, je pense, avaient l'envie d'y aller, quoi. De connaître au moins ça, quoi. Un soldat peut avoir peur, mais il le garde pour soi, quoi. Fin juillet 2008, les parachutistes découvrent l'Afghanistan, un pays en guerre depuis 30 ans. Quand on arrive vraiment sur le tarmac de Kaboul, déjà rien que par la chaleur, on voit qu'on est dans un autre pays, même par rapport à tout ce qui est extérieur. Et on voit qu'on est dans un pays en guerre, quoi. Tout est sécurisé, on prend déjà que nos armes, rien que le ton des chefs, ça change. Voilà, on est dedans, on est arrivé, on est en plein dedans et voilà, ça a bien changé. Moi, c'est ce que je voulais, quoi. Quand je me suis engagé, c'était ça que je voulais, quoi. C'était partir en mission, voir du pays, et puis l'Afghanistan, quand ça s'est présenté, ben, c'était en plus avoir du contact. On se sent très fort, on se sent invincible, on est prêt, il y a une cohésion. Ouais, voilà, on va jouer dans la cour des grands, là. Et puis bon, je sais pas si c'est la bonne manière de le dire, mais on va faire un peu comme dans les films. Un peu comme dans les films, sauf que ça se passe pas du tout comme dans les films, quoi. Le côté choquant, dont moi je me souviendrai en tout cas toujours, c'était de rentrer dans War House et de voir tous les drapeaux en berne, notamment le drapeau français. Quand on a vu le drapeau à mi-mât, on s'est dit voilà, il y a des morts, quoi. Le lendemain, on a été au dépôt de munitions pour récupérer toutes les caisses de munitions, quoi. Et le type qui nous a donné les munitions nous disait de toute façon, c'est rien que je vous en donne beaucoup parce que vous n'allez pas beaucoup vous en servir. Donc nos chargeurs, on les a graillés, on préparait notre chasuble correctement par rapport au matériel qu'on avait, les grenades d'un côté, chacun rangeait un peu ses affaires. Donc il y avait beaucoup de moments de silence, quoi, dans ces moments-là parce que voilà, chacun était un peu dans sa bulle. L'été 2008 marque un tournant. Les talibans ont repris l'offensive et les pertes au sein de la coalition internationale s'aggravent. Les soldats du 8e RPIMA passent leurs 2 premières semaines autour de Kaboul. Ils circulent en VAB, en véhicule blindé, et filment leur première patrouille. Moi, ce que j'aime, c'est le cacao. À Noël. C'est un boulot, fenêtre fermée, pas d'air, le bruit du moteur derrière qui chauffe, confiné, pas de place, donc avec le gilet pare-balles. Moi j'avais mes bouteilles là, mon flingue ici, tous mes chargeurs là, le casque, j'étais comme ça, j'étais très très mal, quoi.
Voilà mon pote, Noël. Alias Cacao. Pourquoi Cacao? Puis la chaleur, vraiment, quelque chose qui tombe dessus, quoi. C'est étouffant un petit peu. On était en nage, je me rappelle, on était trempés, on buvait 10 litres d'eau à la journée, quoi. Ok, ça défouraille. Ça fout plein de taches de sang même. Tous les petits, quoi, ils nous font comme ça, genre ils sont contents, puis dès qu'on passe, ils nous font comme ça, quoi. Genre, t'es pas le bienvenu, quoi. Enfin, c'était bizarre au début, hein. Petit, il a 6 ans, il te dit ça, bon, tu sais que c'est pas lui qui va te faire du mal, mais tu te dis putain, lui il me fait ça à 6 ans, qu'est-ce qu'il me veut, quoi. On était sur nos gardes tout le temps, quoi. Et il fallait l'être. Parfois, le paysan de la journée peut être le taliban de la nuit. Tout le problème est là, c'est qu'on ne peut pas le reconnaître, justement. Ils sont déjà, la plupart du temps, tous habillés de la même manière. Ils ont tous leur djellaba, leur pakol, leur barbe, l'habit traditionnel afghan. Donc c'est impossible de faire la différence entre un villageois et un taliban. Impossible. Grégory, Jean-Christophe, Mailleul, Julien et leurs camarades sont ensuite envoyés à la base avancée de Tora, située à 60 km de Kaboul. Ferme ta gueule. Noël. Ok. Ah, ok. Je sais pas, mais attends, tu souris, Roger. Ouais. Pas trop lourd. Ok. On est vraiment dans le désert avec que des montagnes. Y a rien. On se dit comment on va faire pour tenir ici 4 mois, quoi. Bienvenue dans le KC20 d'une partie du groupe 23. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de place. Nous, quand on est arrivé, c'était un camp très petit, quoi. Les chambres, c'était des chambres de 6, donc il a fallu s'adapter. Découper des bouts de grillage pour faire des porte-manteaux, des petites armoires. Donc on était très serré, donc il fallait être organisé, très organisé, quoi. Et voici, voici mon lit. Toutes les photos que vous nous avez envoyées. Petite étagère fabriquée sur le tas. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Les moyens du bord. En l'occurrence, pas grand chose à manger pour les nanas. Oh là là. Voilà. Allez, bisous, check à tous. C'était pour toi, public. À Tora, les nuits appartiennent à l'ennemi. Les soldats se relayent au Piton, le poste qui surplombe la base, pour monter la garde. Donc on mettait une demi-heure pour monter, mais le chemin était tracé à la craie parce que c'était miné tout autour, en fait. Donc quand on montait, surtout il fallait faire attention quand on montait de nuit, quoi, surtout. Tout est décuplé parce que c'est la nuit. On sait qu'il y a de l'ennemi autour, que c'est sérieux, donc on ouvre vraiment l'œil. On réfléchit un peu à tout, on se dit ben, là ils peuvent arriver par où. On n'est pas trop serein, quoi. Mais on pouvait ouvrir le feu si besoin était, sans forcément attendre l'autorisation de la haute hiérarchie. À chaque fois qu'on voyait des collègues qui partaient, on leur demandait quand ils revenaient alors, t'as un accrochage, t'as pas eu d'accrochage. Et là, jusque-là, je crois pas me souvenir qu'il y a eu un accrochage particulier. Donc bah voilà, quoi. Tant qu'il n'y a pas eu d'accrochage, on n'est pas encore vraiment dedans, quoi. Petit retour de patrouille. Et... Retour de patrouille, ça faut l'être. Bon, chef, un petit mot pour la patrouille, là. Arrête. Bon.
quelques dégâts, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on est bien. Allez, ça passe. Quelques jours plus tard, les parachutistes se voient confier une première mission à risque. Patrouiller dans la vallée d'Ouzbine, connue pour être le point de passage des talibans, infiltrés depuis le Pakistan voisin. Le caporal-chef Buil prend tout notre groupe pour nous expliquer un peu comment ça va se passer, quoi. On avait pour mission de reconnaître un col et puis de rester en observation toute la nuit. Et puis il nous annonce qu'en fait, d'après les informations, il y a une centaine de talibans qui est un peu plus dans le nord. Et nous, on va aller là-bas, donc ça risque d'accrocher, quoi. Enfin, il risque d'avoir un accrochage avec eux, quoi. Avant de partir, cette mission, les gens, il y a eu comme un ressenti, je pense, au fond de la section. Tout le monde s'est dit, cette mission, elle a quelque chose de particulier. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont appelé leur famille ou leurs copines, ou, pour leur dire pour leur parler, tout simplement. Pour préparer la mission, une autre section de parachutistes est envoyée en repérage à Ouzbine 3 jours auparavant. Ils établissent un premier contact avec les habitants de la vallée. La première personne qui est venue à notre rencontre, c'était un Afghan qui parlait couramment l'anglais, qui se disait de la police, mais qui est habillé en civil, et qui était sans arrêt avec son téléphone portable pendant la première prise de contact avec mon chef de section et moi-même. Il inspire de la traîtrise, parce que voilà, c'était le premier Afghan dont on tombait qui parlait couramment anglais, qui était sans arrêt avec son téléphone, qui posait énormément de questions. J'ai trouvé ça bizarre que ce mec-là vienne à notre rencontre, alors que l'habitude, c'est plutôt nous qui allions à leur rencontre. Voilà, j'ai dit à mon lieutenant, c'est louche quand même, c'est louche que ce gars-là se comporte comme ça. Ah, on va quai. Ensuite, on a parti, on n'a plus revu cette personne-là et on est rentré à la FOB le soir. Cette première mission en zone taliban doit durer 48 heures. Comme avant chaque départ, la section vérifie son matériel. Faut que ça bosse là. Hein? Donc là, nous préparons les VAP pour partir en patrouille. Voilà comment un Tahitien travaille. Ça se passe bien? Ton VAP, il est bien préparé là? Ouais. On bat les couilles. Voilà le groupe 21. Le caporal. Allez, demain. Ça va. Et voilà Richie, le consanguin. Donc le caporal chef Buil. Voilà. Voilà, Pampan. Alias Brahim Assoul. Alias Nino. Sergent. Tahani. Caporal chef Grégoire, mon chef d'équipe. Voilà. On commence à se préparer, on devait partir assez tôt. On partait avec des troupes de l'ANA, c'est l'armée nationale afghane. On partait aussi avec les régiments du Marche du Tchad, RMT, et aussi avec des Américains. Bon, avec nous, on était prêts, je sais pas, il devait être 5h, 6h, je sais plus exactement. On était prêts, on attend, quoi. On attend parce qu'il y a des gens qui sont en retard. Là, on commence à ressentir un petit peu que ouais, ça va être chaud et qu'on va devoir être sur nos gardes et faire attention aux uns et aux autres et surtout faire attention à la population extérieure et à l'environnement. Voilà, notre capitaine qui parle avec un Afghan. Comment chef Bill? Alors vous ressentez quoi là, 48 heures de terrain? Bah bien, tu vois, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oh, joyeux anniversaire gros. Et pour ça, le CO, Faites quel âge? 48 heures 11 bits. Faites quel âge? 45 ans? 31. À 30 ans. Par contre, on retourne à 45 ans. À mon avis, on aura le visage bien marqué. Oh, vas-y, viens voir. Viens.
explique-nous là ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'il y a de bien, On peut tirer le côté positif. Positif. Non, mais en français. Regardez, pour la petite blague. Hop, depuis que nous avons dit à l'interprète que nous allions, il n'arrête pas de téléphoner. Non. À mon avis, on est plutôt dans la merde. Sachant qu'en plus, on lui a dit qu'il y avait les Américains, il a l'air d'autant plus content. Ouh. Génial. Et là, bon, on le prend au sérieux, enfin plus ou moins, parce que bon, c'est vrai qu'il disait beaucoup de conneries, mais là, c'est vrai qu'il était sérieux. Et puis voilà, l'interprète, bon, il était pas, ça se voyait qu'il était pas serein, quoi. Donc, il posait beaucoup de questions, le temps de la mission, où on allait, qui y avait avec nous, tout ça, quoi. Un petit mot pour ta femme. Vu que tu vas mourir aujourd'hui. Je vais mourir de... Mais je m'occuperai d'elle, t'inquiète. Lettre du fond. Thierry, je t'écris à la lueur des balles traçantes. Le canon qui est à côté de moi m'envoie des douilles brûlantes sur le visage. Mais la douleur est moins intense quand tu penses à toi. Bébé, que t'aimes. Que t'aimes. Alors là-bas, on embarque les mecs, allez. 1 heure, fessez les manches, on fera les photos plus tard. Je pense que sur les coups de 1 heure, on était en bas au village de Spierkundaï. Parce qu'en fait, nous, avec les VAB, on ne pouvait plus avoir accès dans le village. Et le col ne pouvait que y aller à pied. Donc la patrouille est descendue. Et nous, les VAB, on s'est mis en position en appui 360 degrés, quoi. Chacun un angle de tir. Là, dans le village, on n'était pas les bienvenus, quoi. Les gens nous disaient de partir, ils n'étaient pas contents qu'on soit là. Quand on descend des véhicules pour entamer la reconnaissance du village et la montée, on est environ, je dirais, une petite vingtaine. Donc on commence à monter, on monte en file indienne, on monte, il fait quand même très chaud, quoi, avec le pactage. Dans ma cabine, j'ai la radio à 1 mètre de moi, donc j'entends tout ce qui se dit, quoi. Donc le chef de groupe demande si en bas les VAB nous appuient bien, donc voilà, on répond oui, tout se passe bien. Voilà, on est en mesure de vous appuyer, on voit pas de mouvement, s'il est là, quoi. Donc on est en train de monter, à un moment il y a Noël qui a un coup de chaleur, en fait, comme on dit, il fait caisse, quoi. Avec la température, plus le pactage, il a un coup de fatigue, un coup de chaleur, et donc voilà, on est obligé de s'arrêter. Il y a le caporal-chef qui me demande à moi de rester avec eux. Donc on reste un petit groupe de 4, et les autres continuent leur ascension, quoi. À ce moment-là, en fait, il y a le caporal-chef Pénon qui réhydrate Noël pour qu'il se sente mieux, mais on reste un petit peu pour que, voilà, pour le temps qu'il reprenne ses esprits, qu'il reprenne ses forces. Il y a une femme qui crie d'un coup, qui se met à crier. Et là, là, ça tirait dans tous les sens. Je pensais que c'était une altercation, que c'était un petit groupe qui nous attaquait, et puis bon, voilà, quoi, que ça allait passer. Hein. Et je vois ce roquette qui atterrit juste 5 mètres derrière moi, et puis là, j'ai un réflexe, hop, je m'affaisse, quoi. Je rentre et là je fais ouf. En 2 secondes, je me pose 3000 questions. Mais ok, qu'est-ce qu'on m'a appris, qu'est-ce que je dois faire, mes chargeurs sont là, j'ai mes babs, tout va bien, quoi. Enfin, mes bouchons anti-bruit, bon, c'est bon. L'embuscade a été préparée pour qu'il n'y ait aucun survivant côté français. Les talibans 5 fois plus nombreux tiennent les crêtes. Julien est en bas, près du village, dans son blindé. Non loin de lui se trouve Jean-Christophe, lui aussi dans un véhicule blindé. Plus haut dans la montée,
exposé aux tirs des insurgés, Grégory avec son groupe de 4 soldats. Enfin, Mailleul, qui appartient à une section de renfort, est toujours à la base de Tora. Il est en train de recharger! L'adjudant, il dit aux radios, on est pris en contact sur la ligne de crête, il y en a de partout, il faut arroser la ligne de crête. Donc là, toutes les 12-7, arrosent la ligne de crête. Ok, canon rechargé! Moi j'avais des jumelles avec moi et avec les jumelles j'essayais de voir si je pouvais voir quelque chose, si je pouvais aider. Mais en fait au final ils étaient tellement bien préparés qu'ils avaient construit des genres de caches et juste de quoi mettre leur arme et regarder vite fait quoi. Donc nous en bas on voyait rien. Donc on reste dans un petit groupe de 4. Et il y a les 2 caporaux-chefs, ils commencent à tirer en direction des feux. Et à un moment, en fait, il y a le caporal-chef Pénon qui est blessé, qui reçoit une balle. Et notre caporal-chef, il demande à moi et à Noël d'aller le chercher. Donc déjà, ça commence un peu à être les premières appréhensions. On le prend comme on peut peut pas le prendre par la jambe, mais on le dégage assez vite. Mais lui, il a quand même mal, quoi, parce que sa jambe doit frotter sur le sol. Et donc on le prend, on le tire, mais c'est assez dur. Hein. Enfin, c'est pas aussi facile qu'on peut le prétendre, quoi. Donc on le met à couvert sur l'arbre, on lui fait une piqûre de morphine, et puis on lui donne les nôtres aussi, quoi. Il peut plus marcher, mais il est encore capable de raisonner et de se piquer lui-même, quoi. Et puis après, il y a mon caporal-chef, il me dit ouais, Martin, va chercher l'arme là-bas, quoi. Ah, c'est pas facile, quoi. « 25 minutes après le début de la bataille, des renforts quittent en urgence la base de Tora. Le convoi met 1 heure pour arriver sur place. 1 heure pendant laquelle les soldats suivent en direct, à la radio, les combats livrés par leurs camarades. J'entendais tous les comptes rendus de Carmin 2, donc j'entendais les tirs évidemment derrière la radio. J'entendais le chef de section qui appelait à l'aide, ni plus ni moins. J'entendais crier autour de lui, j'entendais évidemment tous les coups de feu. Lui qui disait que toute sa section était éparpillée, qu'il fallait vite qu'on arrive parce qu'ici, ils étaient en train de se faire dessouder. Une camarade en face de moi, plus ou moins, commençait à vomir parce qu'il avait peur, on avait tous peur. D'autres fumaient cigarette sur cigarette. D'autres commençaient à mettre le chargeur sur l'arme, mettre une balle en chambre. Moi, j'étais constamment à la radio, donc je faisais du boulot de radio, donc pas le temps de penser à autre chose. Tani, c'est celui que je connaissais le mieux de la section, étant donné que, comme il a été désigné comme radio de Carmin 2, forcément, il y a un lien qui nous rapprochait. À un moment, je l'ai plus entendu parler, et j'ai entendu l'adjudant Évrard, quelques minutes après, qui disait qu'il commençait un massage cardiaque, que Tani avait été rafalé, et après quelques minutes décédé. Ça m'a fait vraiment un choc, le fait de ne plus entendre sa voix, de ne plus pouvoir lui parler, de me dire que je ne le reverrai plus, je le reverrai plus demain. Oui, c'est sûr que ça m'a vraiment choqué. Ouais. Les balles, même si on les voit pas, je vous jure que le son, quand il passe à côté, on sent que ça se rapproche, quoi. C'est même pas la détonation, c'est le bruit des balles qui passent, quoi. Je suis passé coup par coup. Ok. Le piège se referme sur la section. Coupés des lignes arrière, livrés à eux-mêmes, les soldats ne comprennent pas pourquoi les mortiers, disposés en retrait, restent désespérément muets. Le Judan demande ce qui se passe, quoi. Pourquoi l'appui mortier n'arrive pas. Maintenant, ça tirait tout le temps, quoi. Donc on appuyait tant qu'on pouvait, quoi. Donc l'adjudant continue à répéter, à demander un appui mortier qui ne venait jamais. Et là, à un moment donné, le lieutenant du RMT, il dit silence radio, il s'est tué, quoi. Donc le
ils venaient pas, quoi. Et plus les appuis mortiers tardaient, plus on s'imbriquait, donc à un moment donné, on pouvait plus avoir d'appui, quoi. D'appui mortier, c'était trop tard. Donc là, le commandant d'unité décide de nous faire débarquer. Et là commencent les combats, avec les talibans, donc, qui eux étaient donc en face de nous à, j'ai plus de souvenirs, mais à plusieurs centaines de mètres. Invisibles. C'est ça, voilà, ça c'était quand même assez frustrant. Moi je dis à tout le temps, putain, mais qu'est-ce qu'elle fout l'aviation, les mortiers, enfin, où est-ce que ça en est tout ça, quoi. Mais au bout d'un moment, en fait, je vois qu'il y a un hélicoptère qui arrive. Je vois qu'il a envie de tirer, mais le combat est tellement rapproché que l'hélicoptère, en fait, il vient et il repart. Ce métier, il est fait d'intelligence, un peu rationnel, et puis à un moment, il reste l'instinct. On y va pas. On prend la piste de gauche plutôt que la piste de droite. Voilà, on décolle pas. On se pose à 1 kilomètre ou on se pose dessus. Voilà, donc ça, il y a une grosse part d'intuition. Une grosse part d'intuition, et c'est une des difficultés qui peut être biaisée par le fait, justement, d'aller au secours de l'autre et de reprendre, en fait, des risques encore plus fous. Toute la question, c'est comment arriver à sortir de cet encerclement progressif qui risque de nous amener à une hécatombe absolue, c'est-à-dire la totalité du détachement tué par les talibans. La section Carmin 2 est décimée. Avec l'aide des renforts, l'adjudant Évrard tente de se replier pour sauver parmi ses hommes ceux qui peuvent encore marcher. Évrard, il dit qu'ils vont plus tenir longtemps, que la section est complètement éparpillée, qu'il sait plus où sont ces bonhommes, que lui, il a des morts, là, qu'ils essayent de redescendre le col tant bien que mal, mais qu'à chaque fois, quelqu'un se prend une balle dans le corps, qu'il faut vraiment très très vite arriver, intervenir, parce que sinon ils vont tous se faire tuer, quoi. À un moment donné, je vois notre adjudant et qui descend avec d'autres collègues, quoi, et c'est à ce moment où on se rend un peu plus compte de la situation, parce qu'eux, ils étaient avec une grande partie du groupe. Et déjà, quand on le voit descendre, on constate que lui, déjà, est blessé. Et c'est là où on nous apprend qu'on est encerclé, quoi. Qu'il y a des talibans partout et qu'il n'y a personne qui peut venir nous chercher, en fait. Personne ne pourra se mettre à la place de l'adjudant Évrard. Voilà. Et je pense qu'il porte toujours, lui, au fond de lui-même, cette responsabilité écrasante, qui est double, en fait. C'est peut-être, se dit-il, les jours où le positif reprend le dessus. J'ai pris la bonne décision en permettant de sauver et de retirer l'essentiel de ma section. Et puis, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus? Mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Il vivra avec ça. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre. Attendre ici, pour l'instant, en ripostant, en essayant de faire baisser les têtes, essayer de repousser l'ennemi qu'on ne voit pas forcément. Et puis, en espérant s'en sortir, quoi. C'est ça, surtout. Donc du coup, à ce moment-là, on se sent un petit peu seul. On se dit, on est seul au monde. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va peut-être pas en sortir vivant, quoi. J'ai eu un réflexe, à un moment donné, un peu plus tard, quoi, quand la nuit commençait à tomber, voilà, j'ai pris une balle de mon chargeur, je l'ai mis dans la poche, je me suis dit, ok, celle-là, elle est pour moi, ils me mourront pas, quoi. J'ai vu un de mes camarades au loin qui était vraiment tétanisé, qui avait, je crois bien, posé son casque, voilà, qui avait peur, qui pouvait plus tirer, qui avait, il me semble bien, posé son arme, caché contre le rocher, qui pouvait plus rien faire. Mais quand on a vu le A-10 arriver, le A-10 c'est un peu notre sauveur, quoi. C'est un avion américain, mais c'est énorme, quoi. Ça fait un bruit monstre et puis ça découpe une montagne en deux, quoi.
c'est grâce aux hélicoptères et aux avions, surtout américains, qu'on arrive à se dégager. Et donc, il y a toute cette période de flottement où on sait que ce qui se passe est très grave, mais on ne sait pas quel va être le résultat final. Les bombardements aériens et l'intervention des mortiers en fin d'après-midi changent le cours de la bataille. L'adjudant Évrard et son groupe de survivants essayent de redescendre au village. Julien et Jean-Christophe, restés en bas dans leur blindé, décident d'aller à leur rencontre. Ben, les blessés, il faut les évacuer, quoi. Et avec tonton, on s'est regardé, mais on s'est dit, putain, mais nous, on peut pas rester là, quoi. C'est mort, on va pas rester là, attendre que ça se passe, quoi. Donc on a dit avec tonton, ben, écoute, on va rentrer dans le village, quoi. Donc là, on rentre dans le village et on n'a pas pu, en fait. Parce que ça tirait partout, on pouvait pas... On se faisait tirer dessus, j'avais les pneus crevés, j'avais mes vitres, elles étaient toutes crimées de balles. On pouvait pas avancer, quoi. Et il me dit, ok, ben là, faut partir, quoi. On n'avait pas le choix, vraiment. C'était impossible d'aller plus loin. Au recul, il y avait un trou derrière moi fossé, quoi. Tonton, il mettait des coups de rangers dans le casque, mais tu peux pas. Ben, je me suis démerdé, il fallait que je sorte moi, je commençais à tomber, quoi, donc il fallait que je sorte de là, quoi. Et là, je fais peut-être 50 mètres, et là, je reçois un roquette. Bon, il n'a pas explosé, en fait, il a ricoché. Ça peut être sur les roquettes, il y a une goupille, il avait oublié d'enlever la goupille, en fait. Voilà. Donc, ce qui fait que le roquette, il a... Excusez-moi. Non, ça va aller, ça va. Et c'est bon. Et donc le roquette ricoche sur le véhicule, quoi, en fait. Donc en fait, il tape le véhicule. Bon, ça fait quand même un effet de souffle à l'intérieur, quoi. Et l'air était tout coincé à l'intérieur, il fallait que ça sorte, quoi. Donc étant donné que c'était les trappes fermées, tout ça, donc moi j'étais on appelle ça blasté. C'est une hémorragie interne, en fait. C'est une surpression d'air, et donc moi j'étais plus tout lucide, mon VAB n'avançait plus. J'étais KO complet, quoi. J'étais sourd, je n'entendais plus rien. Et là, tonton il me dit, bah allez, faut qu'on évacue le VAB, quoi. Faut pas faire autrement. Et là, j'ai le souvenir que il y a une balle qui arrive juste en face de moi, quoi. Je suis choqué, parce que je me suis dit, ça a été pour moi, quoi. J'ai le réflexe de toucher la vitre, voire, j'étais perdu, quoi. Je me suis dit, putain, mais elle arrive là, quoi, là-bas, à ça de moi, mais il y avait la vitre, quoi, blindée. Et tonton, il me tire papier, allez, faut partir. On part avec l'adjudant et Bichi, qui était déjà blessé. Et puis là, on commence à essayer de rejoindre les VAB, quoi. Enfin, le VAB qui était resté, parce que les autres, ils étaient partis un peu plus loin. À un moment donné, on reçoit l'ordre de partir, mais moi, avec mon pilote, en fait, on entend qu'il y a des camarades qui vont bientôt descendre. Donc, on décide de garder la position, et parce qu'on se dit, on peut pas les laisser comme ça, on peut pas les laisser tomber, quoi. Pendant qu'il y en a deux qui tirent pour faire baisser les têtes, il y en a deux qui avancent. Et ils se cachent, après ils tirent, nous on avance. Et en fait, pendant ce temps-là, je sais pas pourquoi on n'a pas été blessé, mais en fait, les balles, c'était hallucinant, quoi. Quand on courait, il y a des balles partout. Je sais pas grâce à quoi on n'a pas été touché, mais bon. Par contre, il y a l'interprète, lui, qui a été tué pendant cette période. Quand je les vois arriver, je les vois, ils sont blessés, ils ont l'air fatigués. Je vois qu'ils ont vécu l'enfer là-haut, quoi. Moi, avec mon pilote, on prend la route, on fait peut-être un quart d'heure de route. On nous tire dessus, on voit les... J'entends des impacts de balles sur le VAB, c'était dur.
Et en arrivant sur la zone d'extraction, les blessés sont sortis, j'ai crié qu'il y avait des blessés, mais on réalise pas trop tout ce qui nous arrive. Le sergent Drieux avait fait une checklist en fait avec les gens qui savaient qui étaient tombés. Et je vais vers le sergent Drieux et le sergent Drieux m'avait rayé en fait. Il pensait que j'étais mort quoi. Il me dit putain mais t'es là, t'es content de me voir quoi. Et là je vois Gros qui arrive et je lui demandais putain mais qu'est-ce qui s'est passé parce que lui était en haut, moi j'étais en bas, on n'avait pas eu la même histoire, pas vu la même chose. Et là il me dit ils sont tous morts, il me dit. Et là, je suis resté sur le cul quoi. Et lui il était choqué complet quoi. Il était le regard vide. Voilà quoi. À la nuit tombée, le bilan de l'embuscade n'est pas encore connu. La section de renfort, Carmin 3, reçoit l'ordre de reprendre le col pour sauver les blessés cachés dans la montagne et récupérer les corps des soldats décédés. On ratisse, et puis là on commence à tomber sur les premiers morts. Donc là on voit les 3 premiers corps, 3 premières visions de la guerre, des morts. Surtout moi la vision de Tani m'a fait un choc parce que c'était un des ceux que je connaissais le plus de Carmin 2. Donc voilà, et en plus ayant suivi un peu ces combats l'après-midi, le voir là maintenant face à moi, 3 cm de moi couché au sol, la bouche ouverte, les mains crispées et dépouiller tout son matériel, bon, c'était vraiment dur. Avec du recul, on se dit que à leur place, on aurait fait pareil. Se battre en tongue, premier soldat que tu tues, tu récupères son matériel sur lui. On aurait fait la même chose. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est marquant, c'est impressionnant. Il y a de la rage, il y a l'esprit de vengeance, il y a tout un tas de choses. Voilà, on est un peu perdu, quoi. Et donc là, on est évacué sur le camp Verhaus, donc à l'hôpital, quoi. Moi, j'étais totalement perdu, quoi. J'étais totalement sonné. J'entendais rien, on parlait, je voyais qu'une bouche qui bougeait, quoi. Et on arrive à Kaboul, donc. Et pareil, on essaie de me parler, moi j'étais complètement sourd. Là, on me demandait de donner mon arme, moi je voulais pas la donner, quoi. Voilà, c'était mon arme, quoi. Moi, j'étais hors de question que je lâche mon arme, quoi. Donc il a fallu qu'on m'assoie, qu'on m'explique, qu'on m'écrive. Comme quoi il fallait que c'était fini, qu'il fallait que je rende mon arme, mais non, mais voilà, ils ont dû mettre 10 minutes à m'expliquer qu'il fallait que je lâche mon arme, quoi. À un moment, je me poste, je vois à 50 mètres devant moi des silhouettes sur la piste. Il s'avérait que c'était des gens des amis. Et en fait, ils étaient autour du corps de Damien Buil. J'avais discuté le matin même avec lui, au moment du petit déjeuner, avant qu'on parte en patrouille. Il venait d'avoir sa femme au téléphone qui lui annonçait que ça allait être un garçon ou une fille. Et qu'il était super content. Alors j'ai félicité, on a discuté 2 minutes. Voilà, il me semble que c'était le jour de son anniversaire en plus. Et ensuite, le dernier, celui avec qui j'étais allé à la messe la veille, Julien Lepin, qui était quasiment arrivé sur le col. Et voilà, avec une balle dans la tête et une balle dans la jambe. Tout seul, rien autour, que du sable, que de la roche autour, pas de végétation. Puis pareil, comme les autres, dépouillé de tout le matériel. Donc on a remonté tous les corps, on a aligné les corps qu'on avait trouvés. Et là on a fumé, je crois que j'ai fumé un demi-paquet de cigarettes avec mes camarades autour d'eux. Ils étaient vraiment assis, j'étais assis contre eux, quoi. Au bout d'un moment, moi, j'ai commencé à avoir des nausées, donc je suis parti vomir
un peu sur le côté, là, à côté de lui. Puis certains d'entre nous, voilà, ont un peu craqué, dont voilà, il y a aussi des officiers qui sont mis un petit peu en retrait, voilà, qui avaient les larmes aux yeux, comme beaucoup dans cette équipe qui était là sur le col ce matin-là, quoi. Le lendemain, le président débarque à Kaboul et découvre le prix payé par les jeunes parachutistes. « 10 tués et 21 blessés, tous la même journée. Il faut remonter à la guerre d'Algérie pour trouver la trace de pareilles pertes humaines au combat. » Mon souvenir réel, c'est un président de la République fâché, ça c'est clair. Contre qui? Fâché parce que voilà, c'est un échec. Quand on a autant de morts, personne ne peut se satisfaire de cette situation. Face parfois au silence ou aux approximations, on avait un chef de l'État qui dans la nature de son caractère, était plutôt à dire il va falloir que vous me donniez des comptes précis sur comment tout ça s'est passé. On veut bien décider d'opérations, mais on voudrait que ça se passe sans problème. Mais non, ça ne se passe pas comme ça ne se passe jamais comme ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire, et ça ne se passera jamais comme ça dans l'avenir. Il n'y a aucune opération militaire qui ne comporte de risque. C'était au mois d'août, la France est en vacances, il ne se passait rien. Voilà. Et tout d'un coup, c'est un coup de tonnerre. Les Français découvrent qu'ils font la guerre à l'autre bout de la planète, quoi. La guerre française en Afghanistan a désormais un visage, celui des familles des soldats tombés à Ouzbine. Mais derrière leur souffrance pointent déjà les premières questions. La hiérarchie militaire a-t-elle commis des erreurs ou des fautes? L'armée française était-elle prête à affronter ce type d'insurrection? La bataille quitte le terrain militaire pour devenir un enjeu national. L'embuscade devient l'affaire d'Ouzbine. Le président de la République, dans son discours aux Invalides, a fait un très beau discours sur les vertus du soldat, mais il a une phrase qui a été « il faudra trouver les responsabilités, ou déterminer les responsabilités ». Là, vous rentrez dans le fait divers. Et ce n'est pas surprenant, si vous voulez, que la famille, dans ce cas-là, finisse par se dire attendez, c'est pas normal qu'il soit mort, etc. Il faut quand même qu'on sache pourquoi. En tant que chef des armées, je n'ai pas le droit de considérer la mort d'un soldat comme une fatalité. Je verrai les familles dans quelques minutes. Je veux qu'elles sachent tout. Elles y ont le droit. Je veux que tous les enseignements soient tirés de ce qui s'est passé. Finalement, on a une armée de métier, maintenant. Et finalement, il y a une espèce de lien qui se fait assez rapidement. Métier, travail. Travail, accident du travail. Accident du travail, la faute à qui? Voilà. Et ça touche quasiment tout le spectre des métiers de notre société. Le problème, c'est que le métier de soldat n'est pas un métier comme les autres. Ça, c'est sûr. Chantal et Jean-François sont les parents de Damien Buil, l'un des soldats morts dans la vallée d'Ouzbine le jour de son anniversaire. Avec 6 autres familles, ils ont décidé d'attaquer en justice les officiers supérieurs pour non-assistance à personne en danger. Ils les accusent d'avoir mal préparé la mission et d'avoir envoyé des soldats mal équipés en première ligne. Avec Ouzbine, pour la première fois, l'armée française se retrouve sur le banc des accusés. Et c'est la justice civile qui est saisie de l'enquête. Perdre son fils aujourd'hui au combat, dans un conflit dans le monde,
Je veux dire, ça paraît complètement désuet, complètement... Avec les moyens qu'on a, avec tous les moyens qu'on a, un combat, c'est-à-dire du corps à corps, comme il y a 50 ans, moi, personnellement, je pensais que c'était terminé, que ça n'existait plus. S'il était tombé parce qu'il avait mis le pied sur un IED, ou dans son VAP, si un IED avait... Eh bien, bon, ben voilà, on aurait dit c'est le destin, c'est comme ça. Vous me direz, là, c'est le destin aussi. Mais il a été un peu forcé quand même, le destin. Il a été forcé. C'est ça, et c'est pour ça que nous, avec mon épouse et puis les autres membres de famille, on a cette hargne-là. On a ça parce qu'on aurait dit, ça n'aurait jamais dû arriver. Jamais, jamais, jamais. Donc à la suite de ça, ben on a les familles, enfin sur les 10, il y en a 7 qui ont voulu porter plainte, pas contre l'armée, surtout pas contre l'armée. C'était la famille de nos enfants, la deuxième famille. C'était leur deuxième famille, c'est ce qu'ils nous disaient. Mais contre ces gens qui ont organisé cette mission, on estime qu'il y a eu faute grave, manquement, et que ces gens-là doivent être punis par le fait qu'ils n'aient pris même pas un maximum de sécurité, sûrement pas, un minimum de sécurité. Le problème, il est plus ancien que ça. Le problème, il est plus ancien que ça. C'est que ce pays, notre bon, beau et vieux pays, a été profondément marqué par les grandes hécatombes du siècle dernier. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres coloniales, etc. La guerre d'Algérie. Et puis, finalement, il y a une espèce d'aversion claire, définitive, pour la guerre et les pertes humaines. Ouzbine, c'est pour moi le moment où je découvre qu'on est dans une société qui n'a plus de résilience, c'est-à-dire plus de capacité à supporter les coups. On est dans des sociétés modernes qui tentent d'effacer la mort en permanence. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les mauvais débats, comme s'il fallait trouver forcément des responsables, comme si forcément il y avait des gens à mettre en accusation. Alors on a perdu, alors, je sais pas combien, 88 morts au moment où je parle de soldats en Afghanistan. On en a, dans ce décompte macabre, on en a perdu beaucoup moins que d'autres pays. 12 ans d'Afghanistan, c'est 22 minutes de la guerre de 14. C'est ça, la réalité des chiffres. Je mesure tout ce qu'il y a derrière, comme douleur pour les familles, pour l'avoir partagée et la partager encore. Je vois tout ça, mais à un moment, si vous voulez, la nation, elle, doit se dire jusqu'où suis-je prête à accepter le risque pour défendre mes intérêts essentiels. C'est ça, la vraie question. Nous n'avons pas fait inscrire mort pour la France. Parce qu'il n'est pas mort pour la France. Je regrette beaucoup. Il est mort pour la paix dans le monde. C'est tout à fait différent. Moi, je me suis heurté avec des gens parce qu'ils disent qu'ils sont morts pour la France. Mais non, je regrette. Ils sont en Afghanistan, ils ne sont pas morts pour la France. Mort pour la France, il faudrait que ça soit en France ou un territoire français autre que la France, quoi. Hein. Mais ce n'est pas le cas. Alors on dit la défense de la patrie, mais qu'est-ce qu'il faut en Afghanistan? Je crois qu'il va falloir que tout le monde comprenne, un jour ou l'autre, que la sécurité des Français, ce n'est plus le précaré de Vauban. Ce n'est même plus l'Europe élargie à 27. Non. Aujourd'hui, la sécurité des Français, elle s'entend au plan planétaire. Avec du recul aujourd'hui, le fait que l'armée française évacue l'Afghanistan, qu'on tourne la page de l'Afghanistan, tu te dis quoi, hein? Tout ça pour ça. On serait pas venu, ça aurait été pareil, quoi. Donc, est-ce que mes potes sont morts pour une cause juste ou non? Enfin, je pense pas, moi. Ça, je préfère pas y répondre. Pour moi, ils sont pas morts pour rien. Je sais que c'est la vie de beaucoup d'autres. Je sais que c'est très dur pour les familles. Je sais qu'on pourra jamais se mettre à leur place, c'est sûr.
Mais voilà, je me dis qu'ils sont engagés, ils sont battus pour la France et ils sont morts au champ d'honneur comme nos grands-parents sont morts en Algérie, en Indochine, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le même principe. L'embuscade d'Ouzbine a finalement précipité le retrait des forces françaises d'Afghanistan. Dans nos campagnes, certains monuments aux morts font honneur aux soldats tombés ce jour-là. Mais quel sens donner à leur sacrifice? Ces hommes sont-ils morts pour la nation ou pour d'autres causes trop lointaines? Faute de réponse, le souvenir d'Ouzbine nourrit un sentiment de colère chez les familles, d'injustice chez les généraux et d'amertume chez les survivants. L'opinion publique, elle, a oublié. Pourtant, cette bataille annonce sans doute les sacrifices des prochaines guerres.